Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 16 juin, bienvenue dans votre édition de 18h du journal de TV Vendée. Au sommaire, Michel Pial, mis en examen et placé en détention provisoire pour le meurtre de sa femme Karine Esquivillon, disparue depuis le 27 mars. L'homme qui est passé aux aveux la nuit dernière évoque un accident. Benjamin Dutreux se retire de la course autour du monde The Ocean Race. Le skipper de Guyot Environnement et son équipe sont entrés en collision avec un autre bateau juste avant le départ de la dernière étape. Et puis le Hellfest qui a débuté ce jeudi à Clisson profite à certains Vendéens qui mettent leur logement en location pour des festivaliers. C'est le cas de Dimitri à la Bruffière. Mais on débute ce journal avec la suite de la procédure dans l'affaire Karine Esquivillon. Après les aveux de son mari Michel Pial et la découverte du corps de la victime, Michel Pial a été présenté au tribunal de La Roche-sur-Yon ce matin. Il en est ressorti en milieu d'après-midi avec une mise en examen et un placement en détention provisoire. Plus d'explications avec Agathe Poulet. Michel Pial était au palais de justice de La Roche-sur-Yon depuis ce matin. Dans un premier temps, il a été entendu par 2 juges d'instruction pendant plusieurs heures en présence de son avocat avant d'être mis en examen pour meurtre sur conjoint. Vers 14h30, il est passé devant un juge des droits et des libertés où il a appris qu'il était placé en détention provisoire. Son avocat est sorti du palais de justice peu avant 16h pour faire une courte déclaration à la presse. Monsieur Michel Pial a été mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire. Il a décidé de s'expliquer. Il a effectivement donné sa version consistant à expliquer qu'il s'agissait d'un accident. Maintenant, c'est une instruction qui s'ouvre. Il est épuisé psychologiquement. C'était une garde à vue très éprouvante sur le plan psychologique. Il est épuisé physiquement également. Mais il est soulagé d'avoir pu donner sa version des faits et d'avoir pu livrer ce qu'il avait sur la conscience. En fin de journée, la procureure de la République a donné des informations complémentaires via un communiqué de presse. Michel Pial a fait des déclarations spontanées conformes à sa première audition. Il a indiqué avoir tué son épouse le 27 mars d'un coup de carabine équipé d'un silencieux. Le coup de feu a eu lieu lorsqu'il prenait une photo de l'arme chargée pour la vendre sur Internet. Selon ses explications, Karine Esquivillon, blessée au flanc gauche, est décédée rapidement après lui avoir demandé de faire appel aux services de police et qu'il ait aussi tenté de la réanimer. Il a aussi indiqué avoir pris peur et est allé cacher le corps de son épouse dans un terrain privé à proximité de Challans. Contrairement aux indications que nous avions, l'arme jetée dans le lac de Maché n'a pas été retrouvée à ce stade des investigations. L'autopsie du corps retrouvé aura lieu ce samedi à l'IML de Nantes. Michel Pial est sorti du palais de justice de La Roche-sur-Yon dissimulé sous une couverture grise dans une voiture de la gendarmerie. Direction les Pays-Bas à présent, à La Hague plus précisément, avec ces images impressionnantes de la collision entre le bateau de l'équipe Guyot Environnement, avec à sa tête le Vendéen Benjamin Dutreux, et celui de l'écurie américaine 11th Hour Racing Team. Ça s'est passé ce jeudi soir, juste avant le départ de la 7e et dernière manche de The Ocean Race, une course autour du monde en équipage et par étapes. Aucun blessé n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants. Les 2 bateaux sont rentrés au port. L'équipe de Benjamin Dutreux a annoncé abandonner la course et se mettre à disposition pour aider l'équipage américain actuellement en tête du classement général. On était au près et le bateau et l'Evenhour est apparu devant nous tribord à mur très rapidement et j'ai essayé de tirer la barre pour passer derrière. Peut-être qu'il aurait fallu au fait, je sais pas, mais je pense que ça aurait été dur d'éviter le contact. Voilà, c'est une grosse erreur de notre part, on aurait dû les voir venir par sous le vent. Je voyais rien sous le vent et voilà, mais je prends ma responsabilité de skipper, c'est de ma faute. Et c'est juste dur aujourd'hui de rentrer dans un bateau et dans une équipe qui nous ont beaucoup aidés. Voilà, maintenant on va essayer de faire ce qu'on peut pour les voir gagner cette course et ce serait triste que ce soit de notre faute qu'ils la gagnent pas en tout cas.
La 16e édition du Hellfest a débuté ce jeudi à Clisson, en Loire-Atlantique. 60 000 festivaliers amateurs de métal sont attendus chaque jour jusqu'à dimanche. Des festivaliers qui pour la plupart logent au camping, mais pas tous. Certains cherchent un peu plus de confort et cela profite à des Vendéens qui mettent à disposition leur logement. C'est le cas de Dimitri à la Bruffière. Habitué du Hellfest, il a décidé cette année de proposer une offre agrémentée d'un service de transport pour 35 € par nuit et par personne à l'Ix-Lanos. Dimitri termine de préparer les 2 chambres de sa maison à la Bruffière qu'il va louer à des festivaliers du Hellfest sans aucune appréhension. Moi je connais l'ambiance, je connais le mood, enfin, je sais que c'est des personnes hyper respectueuses malgré leurs airs de vikings. Franchement je suis même content de partager ce moment, ne faisant pas le festival cette année, je suis content de partager ce moment avec ces personnes. Le jeune homme de 29 ans est en effet un habitué du Hellfest. Connaissant bien le rythme et l'ambiance, il propose en plus de la chambre des services très appréciés. Et en fait c'est moi qui fais la navette aussi. Je les amène le matin et je les récupère le soir. Et ça les arrange totalement, ils peuvent profiter du festival à 100% puis passer des bonnes nuits parce que comme ça le lendemain on repart beaucoup mieux. Et en fait je me dis, moi, économiquement c'est intéressant, mais ça aide aussi des personnes, donc en fait ces doubles choses font que c'est hyper intéressant aujourd'hui. Après 4 heures de route depuis la Normandie, les 4 locataires arrivent enfin. Bonjour, bienvenue en enfer les gars. Salut Dimitri. Benjamin. Enchanté. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Dimitri sait recevoir. Je vous ai mis un kit de survie du Vendéen. La tireuse à bière, faut acheter des fûts, mais et deuxième kit de survie, ça s'appelle la planche à palais les gars. Et en fait tu jettes la pièce, faut se rapprocher plus vite du petit, c'est typiquement Vendéen ça. D'accord. Donc je vais pas jouer avec vous parce que je vais vous mettre une raclée, mais je vous apprendrai si vous voulez. La glace est rapidement brisée et aucun ne regrette de ne pas avoir choisi le camping. Mais on s'est dit 4 jours de camping, ça va être très compliqué. Donc on aimait bien un petit peu le confort à côté aussi. Et puis là franchement ouais, non, c'est royal. C'est excellent, enfin, en plus ils proposent de nous déposer et tout, enfin, c'est un peu une pépite ce logement là. Je peux comprendre qu'il y a de l'appréhension parce que des festivaliers on sait jamais sur qui on peut tomber. En règle générale on est quand même dans le monde du métal, on est une grande famille quoi. Donc on a l'air méchant au premier abord mais après quand on les connaît c'est vrai qu'on est doux comme des agneaux ouais, comme vous dites. Pendant tout le week-end, Clisson, mais aussi toutes les communes aux alentours, vont donc vivre au rythme du plus gros festival de musiques extrêmes. 240 000 passionnés, doux comme des agneaux, sont attendus jusqu'à dimanche. À Saint-Hilaire-de-Riez, les opérations d'aménagement du nouveau centre-ville ont débuté ce mercredi. Premier coup de pioche pour la construction de 4 bâtiments qui regrouperont 63 logements, 1700 m² de surface commerciale et 125 places de stationnement en sous-sol. Le premier bâtiment devrait être achevé fin 2025. Les livraisons des autres bâtiments s'enchaîneront par la suite. Un aménagement qui s'inscrit dans un projet global pour apporter de la mobilité douce dans le centre-ville. L'idée, c'est d'abord, par la rotonde, ce qu'on appelle la rotonde, c'est-à-dire une partie centrale qui sera centrale donc, dans cette ZAC, amener des nouveaux commerces, des commerces qui vont apporter justement cette animation autour de la ZAC, à ramener également un cœur végétalisé, de façon à pouvoir redonner donc, au centre-ville de Saint-Hilaire-de-Riez donc la possibilité d'avoir tout un secteur piétonnier, agréable, vert, et là où il fait bon se promener, et là où il fait bon rester. Les Masters de pétanque de retour à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La 24e édition de cette compétition rassemble les 7 meilleures équipes du monde et une équipe locale sur 7 étapes, avant un tournoi final prévu début septembre. L'étape de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la 2e, aura lieu les 28 et 29 juin prochains sur le parking de la Conserverie, transformé pour l'occasion en boulodrome géant, avec notamment une tribune de 1600 places. La pétanque est un sport de haut niveau depuis 2003, reconnu par le ministère. C'est 13 régions qui jouent partout en France en pétanque. C'est près de 350 000 licenciés de nouveau depuis cette année qui en fait la 8e fédération française en termes de nombre de licenciés. Et ce qui est important pour nous, c'est que les masters de pétanque soient représentés dans l'ensemble du territoire français. Et c'est pour ça que nous sommes en Hauts-de-France depuis cette année. C'est la 2e année en Vendée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Un grand succès pour cette première étape de l'an passé. Donc on est très heureux de revenir à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Un peu d'histoire maintenant. Le vrai visage de Jean-Nicolas Stofflet, l'une des figures des guerres de Vendée, vient d'être reconstitué par l'association Souvenirs Vendéens. Cette reconstitution est le fruit de plusieurs années de recherche, d'enquête et de travail rendu possible grâce aux nouvelles technologies. Plus d'explications avec le président du Souvenir Vendéen, invité de la Vendée en direct ce vendredi. Il y avait une opportunité de pouvoir le faire. Comme vous l'avez dit, les visages que nous connaissons des généraux des guerres de Vendée, des 12 généraux identifiés comme ceux des guerres de Vendée, tous leurs portraits ou leurs gravures ont été faites post-mortem. C'est Louis XVIII en particulier qui avait demandé à ce qu'on en fasse une collection complète. Donc nous n'avons aucune représentation réelle des visages des guerres de Vendée. Opportunité parce qu'il se trouve que le crâne de Stofflet a traversé les âges pour être aujourd'hui disponible au musée de Cholet, où il a été mis en dépôt par la famille qui en est le propriétaire depuis la Révolution. Et les techniques actuelles permettent, on l'a vu pour Henri IV, on l'a vu pour plusieurs grands personnages historiques, de reconstituer un visage à partir des os du crâne. Et c'était donc cette opportunité qu'on a saisie, à la fois pour faire parler des guerres de Vendée, ce qui est notre mission, ne pas les oublier, ça on peut en parler, mais surtout cette opportunité technique d'avoir le visage tel qu'il était à l'époque. Il a effectivement l'attitude d'un chef, très clairement le visage d'un chef. C'était quelqu'un d'assez dur, loyal, mais dur, et on le voit bien dans ce visage, et ce qui apporte plus, c'est que c'est ce visage réel, et pas uniquement la sculpture blanche, évidemment c'est souvent du marbre, de représentation du visage. Et donc c'est vraiment l'alliance des technologies modernes et de la mémoire du passé. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Ce week-end, vous retrouverez l'essentiel de l'actualité de la semaine dans l'hebdo. Et puis lundi matin, dès 7h, vous avez rendez-vous avec Caroline Tronge dans la matinale. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et un excellent week-end.